Sur le sommet de la colline, on peut avoir une vue panoramique sur toute la cité. C'est épique et à couper le souffle. L'armée de terre cuite, qui fait partie du mausolée de Qin Shi Huang. Bonjour, comme promis, je fais une vidéo sur mon voyage en Chine avec mon copain. Je vais parler des endroits intéressants qu'on a visités, des spécialités locales, des anecdotes et de nos ressentis. Malgré le fait que je suis chinoise, je n'ai pas beaucoup voyagé en Chine, donc ce voyage pour moi était aussi plein de découvertes. Bon, je commence par notre première destination où on est resté le plus longtemps, c'est la capitale, Beijing. C'est aussi pour commencer le voyage directement une fois atterri en Chine. Bien sûr, vous pouvez atterrir dans d'autres villes chinoises depuis la France. Il faut savoir que Beijing fait une superficie de 16 800 km², donc on ne peut pas tout faire à pied et la ville est entourée par 7 périphériques du centre vers l'extérieur. Pour notre séjour, j'ai pris un hôtel dans le district de Dongcheng, situé au nord-est de la ville et proche de la plupart des lieux touristiques, donc c'est bien pratique. En plus, il est situé dans des vieilles rues traditionnelles pékinoises appelées Hutong. On peut croiser tous les jours les locaux quand on achète nos petits déjeuners, par exemple. Qu'est-ce qu'on a visité à Beijing? Le premier endroit incontournable est bien sûr la cité interdite. Palais impérial construit pendant la dynastie des Ming en 1406. Achevée une dizaine d'années plus tard, elle a accueilli 24 empereurs en tout jusqu'à la fin de la dynastie des Qing, dernière dynastie féodale. Avec une superficie de 72 hectares, il est bien situé au centre de la capitale. Il fait partie des palais les plus anciens et les mieux conservés de Chine. Les couleurs utilisées sont principalement rouge, jaune, un peu de vert, un peu de bleu pour décorer. Surtout la couleur jaune était considérée comme couleur impériale et il n'y avait que l'empereur qui pouvait la porter. La cour peut être divisée en cour extérieure au sud qui est la partie officielle et en cour intérieure au nord qui est la partie privée. Dès qu'on entre dans la cour, 3 pavillons s'en suivent. Le pavillon de l'harmonie suprême, Taihedian, le pavillon de l'harmonie parfaite, Zhonghedian, et le pavillon de l'harmonie préservée, Baohedian. Ce qui est dommage, c'est que la plupart des trésors ont été dispersés dans d'autres villes en Chine ou à l'étranger. Donc on ne peut entrer dans aucun de ces pavillons, y compris dans les autres pièces, afin de mieux protéger ce patrimoine entièrement en bois. Sur les toits de ces anciennes demeures, on peut trouver de petits monstres. Plus ces monstres sont nombreux, plus cette demeure a de valeur ou d'importance. On pouvait utiliser ça comme référence pour distinguer la valeur des différents bâtiments anciens chinois. Au niveau architectural, les pièces sont construites sur une symétrie nord-sud, est-ouest. Donc c'est bien harmonieux, bien organisé. On a aussi visité un musée dans la cité où il y a des horloges européennes que les empereurs avaient commentées, qui étaient fascinés par le travail minutieux et délicat des horlogers européens. À la sortie de la cité interdite par le côté du nord, on est allé au parc Jinshan qui est juste en face. Sur le sommet de la colline, on peut avoir une vue panoramique sur toute la cité et se laisser impressionner par son architecture. Deuxième endroit intéressant qu'on a fait à Beijing est le parc Beihai, situé au nord-ouest de la cité interdite. C'est l'un des plus grands jardins chinois. Aujourd'hui, très fréquenté par les Pékinois et les touristes qui viennent pour s'y promener et s'y détendre. Où est-ce que tu vas nous emmener? Je vous emmène chez moi. Alors ici, c'est l'entrée. Tu habites dans une maison de pierre. Et du coup, voilà, il va venir chez moi. Alors il n'y a pas de toit et il manque des murs, mais... Dans ce parc, on peut trouver un immense lac, des rocailles, des bâtiments à l'ancienne qui ont été en grande partie construits sous le règne de Qianlong, l'un des plus grands empereurs de la dynastie des Qing.
Fin d'après-midi, on est allé dans une rue commerçante traditionnelle, Tianmen-Dajie, où j'ai fait goûter à mon copain une brochette d'aubergines Tanghoulou, mon truc préféré quand j'étais petite. Mais le prix, c'est pas donné. 15 块. Ensuite, on est allé au musée de cire Madame Tussauds pour voir les stars chinoises et internationales en cire. C'est Li Bingbing. Il y a quelqu'un dedans? Ah oui, oui, il y a un conducteur. Il y a que le chauffeur. Il y a personne. Ah, tu prends une vidéo carrément? Ouais. Hello，这边的水吗？ Troisième endroit à visiter, c'est le palais d'été, jardin de l'harmonie préservée, situé un peu plus loin du centre, au nord-ouest de la capitale, non loin de l'autre palais d'été que vous allez découvrir après. Le côté par lequel on est entré nous plonge d'abord dans une rue traditionnelle, la rue Suzhou. Lors du voyage de Qianlong, l'empereur que j'évoquais tout à l'heure, dans la ville de Suzhou, qui est dans le sud de la Chine, il était bluffé par des rues commerçantes avec un style complètement différent de celui dans le nord, d'où est venue l'idée de faire reproduire une rue similaire, entourée de petits restaurants et de boutiques sympas. On s'imagine la vie animée de l'époque. On passe par la grande porte en bois et on arrive à la colline de la longévité. La vue est spectaculaire. Un autre bâtiment extraordinaire à voir, c'est le bateau en marbre du style occidental. Traditionnellement, on utilise la relation entre l'eau et le bateau pour métaphoriser celle entre l'empereur et son peuple. Cela signifie que l'eau, qui est le peuple, décide du sort du bateau, qui est l'empereur. Alors qu'un bateau en marbre au bord du lac ne sera jamais renversé par l'eau, dans le but de stabiliser le statut de l'empereur. Le palais est immense et on n'a pas eu le temps de tout visiter pour laisser un peu de temps de visiter l'autre palais. C'est l'ancien palais d'été Yuanmingyuan ou Jardin de la Charité Parfaite, qui est entièrement détruit, donc on ne peut voir que les ruines. Initialement construit début du XVIIe siècle pendant la dynastie des Qing, le jardin est destiné au lieu de résidence et d'affaires de l'État. Il est considéré comme le palais des palais et surnommé le château de Versailles chinois. Des architectes et artistes européens ont été employés pour construire une partie des édifices du style occidental. On ne peut pas imaginer la taille, l'ampleur, la richesse et la diversité de cette merveille. Vous êtes peut-être hyper intrigué et voulez savoir qui a causé tout ça. C'est donc en 1860, pendant la Seconde Guerre de l'opium, que des troupes franco-britanniques sont venues piller et saccager tous les trésors et ont incendié le site. Aujourd'hui, ces trésors se trouvent dans des musées dans le monde, même chez les gens. Ça se trouve, vous avez aussi des objets chinois qui datent plus de 300 ans dans votre grenier. Le pillage est considéré comme une humiliation et une agression envers la Chine. C'est vrai que quand j'ai vu des vases exposés au Louvre et au château Fontainebleau, j'étais pas bien en me disant que tout ça nous appartient en fait. Bon, l'ambiance est un peu pesante, donc je vous propose de continuer à visiter d'autres endroits. C'est la Grande Muraille. Ah! On est parti tôt le matin pour prendre le TGV, ensuite pour aller à Padaling, l'une des sections les plus prisées de la Grande Muraille. Cette section est située au nord-est de la capitale. Tous les sites qu'on a fait sont situés au nord-est en fait.
La Grande Muraille est nommée une des 7 nouvelles merveilles du monde. C'est l'architecture la plus importante jamais construite. C'est un ensemble de fortifications militaires chinoises construites pendant différentes époques dans le but de se défendre des barbares venus du nord. La Grande Muraille dont on parle aujourd'hui désigne la partie qui part de Shanhaiguan à Jiayuguan. On a d'abord visité la partie mieux conservée et rénovée où on était impressionné par les paysages magnifiques. Mais c'est pas avec cette partie que je vais vous impressionner, mais avec la partie un peu sauvage. Pour y aller, c'était un peu galère parce que tous les employés me disaient que le deuxième site était moins intéressant et que ça ne valait pas le coup. Et en plus, ils me disaient qu'ils ne savaient pas comment y aller. Mais ils racontent des salades! Mais bon, j'ai appelé un taxi. Et voilà, bienvenue à la Grande Muraille en Chine. C'est plus qu'impressionnant, c'est épique et à couper le souffle. Pour repartir de là-bas pour ensuite aller à la gare, c'était aussi un peu galère parce que c'était trop tard et il n'y avait plus de taxi. Mais on ne savait pas pourquoi, un bus privé est entré dans la cour. J'ai couru pour demander au chauffeur s'il pouvait nous prendre et nous déposer à un endroit proche à la gare. Et il a accepté sans hésitation. Après une journée de marche, on méritait bien un canard laqué. Qu'est-ce que c'est bon! Une spécialité pékinoise à ne pas manquer. Je vous recommande fortement ce restaurant Ziguangyuan pour son rapport qualité-prix. Il en existe plusieurs à Pékin. Dernier endroit que je voulais présenter, c'est le Temple du Ciel, construit à la même époque que la Cité interdite qu'on a vu tout à l'heure, sous le règne de Yongle. Auparavant, l'empereur était considéré comme le fils du ciel, servant d'intermédiaire pour transmettre des messages du ciel à son peuple qui est sur la terre. Il organisait des cérémonies de sacrifice importantes sur l'autel, un pavillon en forme de rotonde. Voici les principaux endroits historiques et touristiques qu'on a fait à Pékin. Et on a également pris le temps de découvrir d'autres quartiers, par exemple le quartier d'affaires, où il y a plein de gratte-ciel. Un centre commercial que je trouve original et branché. Si vous venez à Pékin un jour, je recommande également ce petit stand Zhengshenkui Xiaochidian pour prendre un déjeuner typique pékinois. Nos préférés sont la fleur de tofu, le beignet et une pâtisserie Lu Dagun qui signifie l'âne qui se roule. Drôle comme nom. Après le séjour à Pékin, on est parti pour Datong, une ville de ma province. Arrivé à la gare, on a bien senti la chaleur de la ville. Beaucoup de chauffeurs sont venus en disant « taxi, taxi ». Au bout d'un moment, ça m'a énervé et j'ai dit « boyong », qui signifie « non », très ferme. Au final, on a quand même pris un taxi pour se rendre à l'hôtel parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Et notre hôtel se trouve dans la vieille cité. S'il y a deux choses que je n'aime pas quand je découvre les villes, c'est trop de monde ou pas du tout de monde. Donc c'est le deuxième cas qui nous concerne. Il n'y avait quasiment personne dans la vieille cité. Franchement, j'étais un peu déçue. Je trouve ce qui est un peu dommage, c'est que dans des villes où il y a encore d'anciennes fortifications ou de vieux villages, on les rénove en évacuant les habitants. C'est-à-dire, on commercialise entièrement les endroits que pour les touristes. Sauf que, hors la période touristique, on se sent, c'est-à-dire les touristes se sentent un peu seuls si on visite ces endroits. Le même jour, on est allé aux grottes de Yungang, l'un des plus célèbres sites anciens de sculpture bouddhiste en Chine. Construit au 5e siècle, l'idée de construire une telle architecture a été suggérée par un moine dans le but d'affermir le pouvoir de l'empereur de l'époque. On y trouve des statues de différentes tailles allant de quelques centimètres jusqu'à 17 mètres de haut. Les styles sont très variés, reflétant les échanges culturels de l'époque. Le lendemain, on a commencé par se régaler dans un restaurant du style ancien. Ensuite, on est parti pour une petite balade sur les remparts, datant d'il y a plus de 1500 ans. Ce site est en grande partie rénové comme la plupart des demeures de la vieille ville.
Certains chantiers ont l'air abandonnés. Plus loin, on peut voir des grands immeubles. Un truc d'époque tout cassé. Oh là là. Le monsieur en face, il n'a pas peur. En échangeant avec un taxi local, j'ai appris que la plupart de ces immeubles sont vides. Effectivement, en allant à la gare, on n'a pas vu grand monde. Prochaine destination, Taiyuan, ville où j'ai fait ma licence. À vrai dire, je connais pas bien cette ville malheureusement, parce que je passais mon temps à étudier le français et je n'avais pas le temps de sortir. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est que je vous montre notre meilleure chambre d'hôtel durant notre voyage en Chine. Aujourd'hui, on arrive dans notre deuxième hôtel. Il est beaucoup plus moderne. C'est un peu sombre, ne vous inquiétez pas, je vais tout éclairer tout à l'heure. Donc, il y a plein de boutons ici. Par exemple, tu cliques là. Waouh, tout est allumé. Il y a le rideau qui s'ouvre petit à petit. On a la vue sur un chantier infini. Après, c'est un grand lit avec un matelas immense, tout épais. Ça, c'est autre chose que hier soir. Donc, c'est un petit coin thé. Le plus lourd, il y a quelqu'un s'approche, il va s'ouvrir automatiquement. Et après, on peut voir la température de l'eau. Même sur la cuvette, c'est chaud. Après, il y a 4 boutons pour appuyer sur la chasse d'eau ou pour laver les fesses, pour sécher les fesses. À la base, c'était pour montrer mon université où j'ai fait ma licence. Sauf qu'il s'est passé un truc délicat, c'est que mon université a changé de nom et d'adresse aussi. Mais je n'étais pas au courant de ce deuxième point. Du coup, on a pris un taxi pour y aller. Ce qui est encore plus gênant, c'est qu'on a entré dans cette université. En plus, il faut demander l'autorisation des gardiens. Plus on marchait, moins je reconnaissais mon université. Au final, je me suis rendu compte que je me suis trompée d'adresse. Donc, on est sorti, on a pris un autre taxi pour aller à la bonne adresse. Malheureusement, il était trop tard et les gardiens ne laissaient plus les gens de l'extérieur entrer. Et puis, on a fini par prendre le dernier taxi pour rentrer à l'hôtel. Donc, la visite de mon université était totalement un échec. Le lendemain, j'ai réservé un musée consacré au charbon. Il faut savoir que notre province est connue pour cette ressource. Quand j'étais encore plus jeune, l'air était pollué et il y avait toujours des particules de charbon dans l'air. On a appris qu'il y a différentes régions en Chine qui proposent une variété de charbon. On nous a aussi montré des machines utilisées pour exploiter cette ressource. La Chine recourt encore en grande partie au charbon pour ses besoins électriques. Au petit matin du 3e jour à Taiyuan, on est parti à nouveau pour une autre ville fortifiée, Xi'an, connue à l'international surtout pour ça. L'armée de terre cuite pour protéger le premier empereur, Qin Shi Huang. Mais avant ça, une petite balade sur les remparts de la ville, datant de plus de 1400 ans. Des travaux ont été faits par différents empereurs. Ce qui est bien avec les remparts à Xi'an par rapport à Datong, c'est qu'on n'a pas reconstruit l'ancienne ville entièrement. Donc on se sent bien fusionné avec la vie locale. Le soir, on a mangé dans un restaurant.
Si vous venez à Xi'an, il faut absolument tester cette spécialité locale, les nouilles, bien. Des nouilles larges comme ceinture et accompagnées d'une petite sauce faite maison. C'est exquis. Xi'an est l'une des 4 grandes capitales anciennes de la Chine. Elle a été capitale pendant plusieurs dynasties importantes, notamment la dynastie de Qing, première dynastie impériale de Chine, la dynastie des Han, pendant laquelle le confucianisme s'est implanté, dynastie des Tang, une période prospère marquée par de nombreux échanges culturels et commerciaux avec d'autres pays étrangers. Maintenant, j'aimerais bien vous parler du site incontournable à Xi'an, l'armée de terre cuite, qui fait partie du mausolée de Qin Shi Huang, premier empereur de la Chine. Il faut s'imaginer que cette armée a été conçue et enterrée il y a plus de 2200 ans, c'est-à-dire 200 à 300 avant Jésus-Christ. Cette sculpture était initialement peinte en couleur et larquée. Lors de sa première découverte en 1964, en premier par les agriculteurs, une équipe archéologique s'est rendue sur place pour effectuer les fouilles. Aujourd'hui, 4 fosses ont vu le jour et une armée de plus de 8000 soldats se trouve essentiellement dans 3 fosses. La fosse numéro 1, c'est la plus grande et la plus connue. On y trouve des fantassins, des cavaliers, des archers, des officiers, des généraux et des chevaux. Le tombeau de Qin Shi Huang, situé à 1,2 km de l'armée, n'a jamais été fouillé par la crainte de la fuite du mercure, dont les niveaux sont très élevés, ainsi que de la dégradation de la peinture au contact de l'air. Il y a des musées dédiés aux objets de bronze et aux sculptures représentant les artisans qui ont travaillé pour ce gigantesque mausolée du premier empereur. Prochaine destination, Chengdu, ville connue pour son climat caniculaire, aussi pour ses plats bien épicés. Savez-vous que la province de Sichuan est aussi la province pour les pandas? Après 5 heures de TGV en contemplant des champs de colza, on est enfin arrivé à Chengdu. Ici, c'est le quartier Chunxilu, un quartier très branché, connu pour des grands magasins de mode, des restaurants. On peut également y trouver des magasins de souvenirs. Tout ce qu'on peut trouver dans ces magasins de souvenirs fait référence aux pandas et qui donne envie de craquer. Moi, j'y ai bien résisté. Parce que tu as craqué pour moi, Ii. Le lendemain, on est allé au fameux centre de recherche et d'élevage du panda géant. On y a passé toute la journée. Il y a bien sûr des pandas géants et quelques pandas roux. Ils vivent dans des conditions plutôt confortables. Le parc est immense et on voit partout des bambous. Les pandas passent leur temps à manger, à dormir et à être regardés. Chaque mouvement qu'ils font est tellement mignon et drôle que ça te donne envie de leur faire des câlins. Chaque panda a un prénom et une brève description affichée sur le panneau. 3e jour, on n'a rien fait de spécial parce que monsieur a été malade à cause d'une intoxication alimentaire, chose qui arrive malheureusement en Chine. Mais le soir, quand il est un peu allé mieux, on s'est baladé au bord d'une rivière. Le jour d'après, on est allé à Saint-Xintui, un site archéologique de l'âge de bronze. C'est également un musée qui expose des objets en bronze, en jade, en ivoire et en or trouvés sur le site. La forme des statues, c'est vraiment original. La dernière fois, je me suis dit ce mot, c'était quand j'ai vu des architectures de Gaudi. C'est vraiment du jamais vu. Voici le voyage en dehors de ma ville en Chine. Ensuite, on a pris le TGV pour aller dans ma ville où on est resté pendant 10 jours. Le but, c'était de rencontrer ma famille. La rencontre s'est plutôt bien passée. Ma maman s'est bien débrouillée en anglais. Bien sûr, ils se sont communiqués simplement en chinois. Avec les autres, j'ai fait l'interprète.
Malheureusement, on n'a pas visité un site qui est vraiment très connu dans ma ville, c'est le mont Mien, parce qu'on était un peu malade, donc on fera la prochaine fois. Bon, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur notre voyage en Chine. Le but, c'est pas de lister tous les endroits qu'on a visités, mais plutôt vous montrer des endroits représentatifs de chaque ville. C'est également la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment plaisir de vous montrer mon pays dans cette vidéo. Il y a tellement de choses à voir et à découvrir que je ferai d'autres vidéos pour vous les présenter. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à bientôt. La deuxième fois, d'abord on met de l'eau chaude sur le thé et l'eau bouillie va traverser le petit tamiseur. Il va tomber dans un petit conteneur et après on enlève ça, on ouvre la petite théière. Enfin il y a encore du thé en fait. Normalement on met dedans et après on peut servir du thé dans la petite tasse. Attention, j'ai mis à côté, mais c'est pas grave. Il y a un petit chiffon, c'est fait pour essuyer. C'est très bon, c'est très léger.